tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne au cours de laquelle nous allons poursuivre la vue d'ensemble de la gamme Vampire 5e édition, donc qui a été traduite en français par Arcane Asylum. Donc la dernière fois je vous avais parlé du livre de base et un petit peu d'une façon générale de la gamme. Aujourd'hui je vais évoquer les suppléments qui à ce jour ont été traduits. Alors je vais commencer avec celui-ci, le premier, encore un très beau livre. La Camarilla. La Camarilla, pour les non-initiés, qu'est-ce que c'est? C'est cette organisation qui en fait a mis en place la mascarade pour permettre aux vampires de rester inconnus tant que faire se peut des humains, des mortels, et donc continuer à pouvoir perdurer à travers les siècles. Alors, ces suppléments, avec encore une fois des super illus, une maquette très, très moderne, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Il présente la particularité, c'est qu'en fait, vous allez avoir divers petits articles, divers éléments, des échanges épistolaires qui vous renseignent un petit peu sur, par exemple, dans la Camarilla, la cour de la Camarilla, etc., la société de Saint-Léopold, qui est une des branches de la Seconde Inquisition. Et en fait, c'est présenté par le biais d'un narrateur, d'une tierce personne à chaque fois. Là, c'est essentiellement, je crois, j'ai plus son nom en tête, Victoria H. Voilà. Donc ça commence par une espèce de lettre, et puis après, voilà, on va dérouler vue du sommet. On vous explique un petit peu comment se répartissent les statuts sociaux au sein de la Camarilla, les échelons supérieurs, voilà. Donc, en gros, ces suppléments, il y a très très peu de choses d'ordre mécanique concernant les mécaniques de jeu. C'est vraiment axé à 80% sur du background. C'est assez digeste, c'est assez intéressant, c'est très immersif. Voilà, d'autant plus que, comme je vous le dis, moi je trouve que les bouquins sont vraiment bien faits. Bon voilà, par contre le reproche qu'on peut faire, c'est que c'est vraiment de l'information, du background. Peut-être indispensable pour un maître de jeu débutant ou quelqu'un qui débute dans cet univers. Après, pour les vieux de la vieille qui ont joué avec les autres itérations de vampires, il faut aller switcher. C'est un peu plus délicat entre guillemets parce qu'il faut aller switcher, comme ils ont fait un reboot de l'univers. Du coup, il faut aller switcher et oblitérer une partie des connaissances qu'on a pour entre guillemets, savoir les remettre en cause et repartir bien calé sur le background. Sachant que Vampire, la mascarade, qui n'est pas du tout le cas de Vampire le Requiem, est vraiment basé sur cette espèce de lutte politique et ces organisations vampiriques. Au total, on a un ouvrage qui doit faire dans les... je crois que ça fait quand même son petit lot de pages... s'enfiler, de presque 200 pages, 193 pages exactement. C'est une bombe, c'est une mine d'informations, encore une fois, pour découvrir l'univers. Par contre, il faut aller piocher dedans. C'est un livre qu'on peut lire, mais il faut, à mon avis, 100 fois remettre le travail sur le métier pour en tirer toute la substantifique moelle. Dans le même ordre d'idée, on a Anarque qui va parler donc des clans Anarque. Alors oui, avant de passer à Anarque, je précise quand même qu'il y a une petite redéfinition, alors ça fait un peu redite, avec quelques précisions en plus, sur les clans de descendants qui majoritairement optent pour la Camarilla. Donc vous avez une super présentation des Ventrus, qui reprend beaucoup de choses, mais qui développe un peu sur la société même des Ventrus. Vous avez les Toréadors. Vous allez trouver encore les Trémères, ou Trémérés, je crois qu'on dit Trémérés, les Malkaviens, qui sont donc ces personnages un peu qui sont un peu fous, qui ont perdu un peu de santé mentale du fait de leur malédiction et de leur état de vampire. Les Nosferatu, qui eux sont vraiment sur les difformités physiques. Je peux pas m'empêcher de penser au film de Nosferatu avec Klaus Kinski. Quand j'étais petit, j'avais une affiche de ce film-là.
qui me terrorisait, avec l'espèce de tête de fou de Kinski et ses deux grandes dents là qu'il lui avait mis, c'était terrible. Les Banu Hakim, voilà, on fait un petit peu le tour de ces... mais ça reste essentiellement, les gangrels, ça reste essentiellement du background, il y a très peu de choses, les caïtifs, il y a très peu de choses vraiment chiffrées. Il y a une petite allusion au sabbat, mais alors encore une fois, je pense que c'est le parti pris dans la gamme. Dans les ouvrages, ils vous parlent quelquefois de quelque chose, et après il y a quand même un bouquin supplémentaire où ils vont le développer. Le sabbat, d'ailleurs, je crois la traduction est terminée chez Arcane et qu'ils attendent un feu vert pour le sortir. Sabbat qui va traiter un petit peu de tout ce qui est espèce d'organisation un peu sectaire. Donc anarchie, je vais pas refaire le tour parce qu'en fait on se retrouve sur la même chose. Il y a des petites précisions. On vous explique la première révolte des anarques. En gros, les anarques, qui sont-ils? En fait, ce sont des vampires qui refusent et qui sont du coup voilà un peu anarchistes vis-à-vis de la Camarilla. Ils pensent que c'est pas le meilleur moyen pour l'espèce vampire de survivre, que en fait c'est un peu voilà, ils trouvent déjà que c'est trop presque sectaire avec les 6 lois qu'il faut respecter pour la Camarilla, c'est trop enferré dans des affaires politiques, et eux sont plus pour laisser les clans et les coteries s'organiser comme ça un peu au fil de leur vécu. Et en gros, ils sont quand même, pour la plupart, c'est des ennemis de la Camarilla. Et puis, même chose, à la fin, on vous reprend encore les gangrels, mais ce coup-ci, ça va être, par exemple, quand ils vous refont un petit chapitre, comme ici sur le clan gangrel, ils vont s'intéresser, bien évidemment, aux gangrels qui ne sont pas de la Camarilla, mais qui ont plutôt choisi justement de rester anarque, du côté anarque. Parce qu'en réalité, vous choisissez un clan, on vous dit, bon, a priori, dans tel clan, tant de pourcentage, ils ne donnent pas le pourcentage exact, mais ils font comprendre que ce clan est plutôt favorable à la Camarilla, mais vous pouvez très bien switcher, donc ça fait un nombre de combinaisons assez énorme. Les clans traîtres, et je vous parle des clans traîtres ici, les Nosferatu rouges, oui, il y a un petit côté, une petite touche politique comme ça. Les anarques, il y a beaucoup de rouges, de communistes, de vampires de l'Est, etc. dans les révolutionnaires. Alors encore une fois, c'est pas une règle, ils sont pas tous, voilà, mais c'est assez axé là-dessus. Ensuite, nouveau petit supplément qui a son importance, l'écran. Alors l'écran, bon, sortir de sa gangue plastique. Qu'est-ce qu'on a avec cet écran? On a un écran qui est, alors c'est dommage, il est entre ouais, non, on dirait que c'est du portrait. Voilà, les images sont toujours terribles, moi je le trouve, hein. Bien meilleures que les autres écrans de vampires que j'ai eu l'occasion de voir, avec des illus assez évocatrices qui sont présentes dans les livres, hein. C'est pas des illus originales, je crois qu'on les retrouve toutes, il y en a 3 là, c'est sûr, et la 4e, je pense qu'elle est aussi dans les bouquins. À l'intérieur, bien sûr, vous allez retrouver toutes les tables, tout ce qu'il faut pour gérer, le coup des traits en point, les dés ordinaires, les dés de soif, les antagonistes, un petit peu comment à la volée mettre une difficulté sur une action, un petit tableau concernant tout ce qui va être la nourriture, les options qu'on peut prendre en cas de triomphe brutal, d'échec bestial ou de compulsion aléatoire, les modèles de mortels, pour si vous voulez faire, je ne sais pas, un sergent de police ou un gars de la paix, vous avez un petit peu les attributs, les compétences, les avantages qu'on peut leur mettre pour rester raccord avec les mécaniques de jeu. Vous avez tout un tableau sur la puissance 200 qui vous indique un petit peu les pouvoirs que vous allez pouvoir enclencher, les scores de fléau, etc., les pénalités pour se nourrir. Vous avez un tableau sur l'humanité,
Vous avez un tableau, enfin voilà, bon, je vais pas tous les énumérer, et sur évidemment la partie combat également, les humeurs atrabilaires, bilieuses, flegmatiques, ça c'est pour tout ce qui va concerner les résonances. C'est-à-dire quand vous pompez le sang d'une créature, il peut y avoir des résonances, etc. Et ça a des incidences. Et vous avez un petit livret qui vient complémenter, toujours, voilà, qui s'appelle les outils du meneur et qui est assez malin, qui se découpe en 3 parties. D'abord une petite introduction sur comment donner vie à une chronique, très intéressant si vous êtes débutant. Ensuite, une première partie où vous avez 100 victimes. Voilà, quand vous allez devoir improviser une scène où vos joueurs vampires veulent se nourrir, paf, vous pouvez piocher un petit peu une victime, c'est en quelques lignes. Il y a 3 ou 4 points, par exemple, là on vous dit chauffeur de bus, donc vous avez un nom, qui sont-ils pour vous? Voilà, comment les traiter, en gros, là vous disent qui sont-ils pour vous, juste un volant en uniforme, que veulent-ils? Voilà, essayer de leur donner un petit peu des motivations quand même pour faire vivre un peu ces PNJ, enfin survivre quelques minutes, devrais-je dire, et puis la résonance qui se balade avec eux et va pouvoir provoquer des effets s'ils sont mangés, enfin sucés par vos vampires. Ensuite, vous avez une centaine de sites sur le même principe, hein. Vous voyez, c'est un listing, c'est tout bête. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, à cette astuce de... Vous faites jouer une campagne, vous avez une table avec 200 noms de PNJ, à chaque fois un nom, un métier, et vous pouvez la switcher dans tous les sens, et ça vous permet de jamais être à court comme ça, en tant que maître de jeu, vous n'êtes jamais surpris, vous pouvez tout de suite faire intervenir l'outil dont vous avez besoin. Voilà, donc c'est les 3 parties. Voilà, il y a 2 parties sur une partie sur des lieux, une partie sur des victimes, et une partie plus générique sur comment concevoir des chroniques. C'est assez utile. Petit supplément qui me fait dire encore une fois que la gamme est vraiment bien faite, en tout cas dans un souci de pouvoir faire entrer à moindre coût les nouveaux joueurs de vampires, ce qui n'est pas du tout le cas avec Mage 20e anniversaire, où là le ticket d'entrée n'est pas vraiment facilité, même s'il y a 1 ou 2 ouvrages qui permettent un peu mieux comprendre comment utiliser la magie. Alors, on continue avec le dernier supplément en date sorti. Je mets à part le livre de Nod, qui est une espèce, encore une fois, d'outil vraiment sur le background. Il s'agit de la campagne Fall of London, la chute de Londres, traduit. Belle campagne, puisque là encore, on est à 250 pages, chapitre par chapitre. Vous avez une introduction, qui pose un peu les bases, notamment très intéressant pour faire le reboot, savoir où on part. La campagne démarre en 2012 à Londres, donc c'est vraiment du contemporain. On a une bonne vingtaine de pages d'explications, 22 exactement, sur un petit peu qu'est-ce qui se passe à Londres à ce moment-là. En termes politiques, on en est où, comment est positionnée la Camarilla. Vous avez l'intrigue de la campagne. Je ne veux pas en parler parce que en soi, ce serait trop divulgaché, donc je préfère vous laisser. C'est assez bien foutu. Le petit reproche qu'on pourrait faire, c'est que cette campagne s'apparente un peu à une quête. Alors même s'il y a beaucoup de scènes qui viendront s'intercaler et qui seront improvisées par rapport au background des personnages, on est sur quelque chose de linéaire. Ceci dit, je vous ferai un retour quand j'aurai fait jouer, puisque je vais la commencer là dans pas longtemps. Je pense que comme dans Vampire, il y a pas mal d'apartés, pas mal de scènes qui viennent se substituer, etc. L'effet de linéarité ne sera pas gênant. Ce qui est très bien vu, c'est que vous avez des pré-tirés, et que les pré-tirés... alors il y a plusieurs choses de très bien vues dans ces pré-tirés. Déjà, c'est que vous ne jouez pas des nouveau-nés.
Ça change un peu, c'est une façon d'embrayer tout de suite les joueurs avec un peu plus de niveau de personnage. La deuxième chose qui est très très bonne, c'est qu'en fait tous les personnages prétirés, ils ont été conçus pour fitter super bien, c'est-à-dire correspondre très très bien avec l'intrigue de la campagne. Ça vous évite de faire entrer un joueur qui va se faire, parce que c'est quand même du jeu à background vampire, qui va partir sur son background, etc. Et puis qui, en gros, quand la campagne va commencer à se lancer, bah, lui, ça va le tirer vers la gauche, son background personnel, et la campagne va être plutôt tendance à le tirer vers la droite. Ça, c'est souvent problématique. Et j'avoue que cette nouvelle tendance de dire on fait des pré-tirés et ça fait partie de la campagne, même si vous pouvez, ils vous disent que vous pouvez laisser vos joueurs créer des personnages. D'abord comme c'est des vampires qui ont 130 ans, etc. Pour certains, ça va être un petit peu fastidieux de faire les montées d'expérience, etc. Et ensuite, vous avez à l'aveugle, il y a peu de chances que le joueur fasse un truc qui colle vraiment bien avec la campagne. Ou alors il faudra que le MJ le brief vraiment d'une façon super bien, et ce sera pas forcément évident, et de toute façon on forcera la main au joueur si on veut vraiment que ça corresponde. Donc autant gagner du temps et prendre des pré-tirés. Dernière chose qu'on peut remarquer, même si on va pas relancer le débat ici, il y a un petit problème de surreprésentation. Là, évidemment, on n'échappe pas au rouleau compresseur du wokisme américain. C'est-à-dire que vous avez 5 pré-tirés, vous avez un transsexuel et une homosexuelle. Je trouve que ça fait beaucoup. Chacun jugera. Comme je vous le dis, c'est pas le lieu pour lancer le débat. Voilà, c'est un petit peu dommage ce parti pris de la surreprésentation. Moi je pense que voilà. Au-delà du fait de se tromper de combat, en plus ces gens-là se tirent des balles dans le pied et vont finir par se mettre des gens à dos, alors que leur combat est certainement très juste et louable au départ. Mais ceci n'est que mon avis personnel. Donc chacun se fera une idée. En tout cas, moi j'ai très hâte de faire jouer cette campagne, et j'espère qu'elle va bien se dérouler. Je vous ferai un retour. Pour finir, je vais vous parler 2 secondes. Oh, la pile. Hop. Je vais vous parler 2 secondes de ce qui est déjà sorti en américain. Donc vous avez un livre qui s'appelle Cult of the Blood Gods, qui va revenir un petit peu sur les croyances et les cultes dans la société vampirique, très intéressant. Vous avez le sabbat. Alors ça, comme je vous le disais en début de vidéo, il est déjà traduit, je crois, complètement par Arcane. Vous avez également, j'ai vu une vidéo de World of Darkness sur les news. Ils ont repris, comme tous les clans sont disséminés un peu dans plusieurs suppléments, ils refont un player. Alors bon, on peut critiquer le côté un peu, pourquoi pas l'avoir fait tout de suite. Là, je pense que ça leur permet accessoirement, en termes de marketing, de revendre un bouquin, mais ça paraît quand même beaucoup plus pratique du coup d'avoir tous les clans et les possibilités que peuvent jouer vos joueurs, les attributs, les atouts, etc. dans un seul et même bouquin, plutôt que d'aller chercher tu veux faire un Bruja, alors attends, on va chercher Bruja, c'est le livre de base. Tu veux faire un Sétite, non, le Sétite il est pas dans voilà. Donc ce sera très pratique, j'espère qu'il sera vite traduit en français. Et puis je vous ai pas parlé, il y a un petit supplément français qui est très intéressant aussi, même s'il pose un peu problème, c'est le compagnon. Le compagnon, on peut le télécharger sur le site d'Arcane Asylum. Personnellement, je l'ai téléchargé, je l'ai envoyé à printer chez un imprimeur. J'attends de recevoir mon bouquin printé, je vous ferai un retour dessus. Alors c'est un peu problématique parce qu'en fait, il y a des espèces d'errata qui seront d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris de la vidéo américaine, qui seront repris dans le Players, ils appellent ça, je crois, carrément Players Handbook, dans le nouveau supplément de règles là, avec tous les clans. Et du coup là, on se retrouve avec des errata sur des règles de jeu qui sont vraiment dans le compagnon. Moi, au début, j'avais pas téléchargé cet ouvrage, j'ai découvert après.
Bon, ça, malheureusement, tant que le jeu comme ça s'améliore, c'est bien. C'est dommage voilà, que ça n'ait pas été fait avant et qu'on n'ait pas pareil tout dans le même ouvrage. Surtout que je ne sais pas si le player reprendra les règles de base. À mon avis, ça va vraiment être juste, pardon, juste les clans et les errata. Alors que je pense qu'il devrait faire tous les clans qui existent et aussi un update de toutes les règles. Comme ça, avec ce livre-là, déjà, il serait sûr que les gens l'achètent, beaucoup plus. Et avec ce livre-là, on aurait tout. Du coup, le premier livre, qui est pourtant très beau et très bien fait, est-ce qu'on l'ouvrirait encore? Ou est-ce qu'il finirait pas sur nos étagères un peu obsolètes? Bon, voilà, on verra tout cela. Très bien, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.